Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un mécanisme financier assez fascinant et, il faut le dire, méconnu, la vente à réméré. Le titre l'annonce bien, c'est une vente qui, au fond, n'en est pas tout à fait une. Un vrai paradoxe. Allez, c'est parti, on plonge dans le sujet. On va se mettre en situation. Imaginez un instant. Les dettes s'accumulent, la banque refuse tout nouveau prêt et l'idée de perdre sa maison devient une menace très concrète. C'est dans ce genre de situation, souvent critique, que la vente à réméré se présente comme une solution. L'idée peut paraître étrange, vendre pour ne pas perdre, mais on va voir que ça a sa propre logique. Alors, cette fameuse vente à réméré, est-ce que c'est la solution miracle? Disons plutôt que c'est une bouée de sauvetage. Mais attention, une bouée de sauvetage qui vient avec un mode d'emploi bien spécifique et, on le verra, des conditions assez strictes. Bon, le principe de base, c'est quoi? C'est assez simple à comprendre. Un propriétaire vend son bien, mais l'acte de vente inclut une clause très spéciale, une option de rachat. Cette clause lui donne le droit, et à personne d'autre, de racheter sa propre maison plus tard, dans un délai qui est fixé à l'avance et qui ne peut pas dépasser 5 ans. Soyons clairs, ce n'est absolument pas un outil financier pour tout le monde. La vente à réméré, ça s'adresse vraiment à des personnes qui sont dans une impasse financière. Typiquement, quand on est fiché à la Banque de France, qu'aucune banque ne veut plus prêter le moindre centime et que la saisie immobilière est imminente. C'est vraiment une solution de la dernière chance pour se donner un peu d'air et essayer de rebondir. Maintenant qu'on a posé les cadres, entrons un peu plus dans la mécanique. Comment ça marche concrètement? C'est là qu'on va découvrir que cette opération a en fait une double personnalité, une face juridique et une face financière. Et attention, ce n'est pas une invention moderne ou un montage un peu flou. Non, non. La vente à réméré est inscrite noir sur blanc dans le Code civil français, à l'article 1659. Le texte est très clair. C'est un pacte, un accord, où le vendeur se garde le droit de reprendre la chose vendue. Tout est dit. C'est une base légale très solide. C'est là que ça devient intéressant. On se demande, mais alors c'est une vente ou c'est un prêt? Eh bien la réponse, c'est que c'est un peu des deux. Juridiquement, sur le papier, c'est une vente en bonne et due forme. Mais d'un point de vue économique, dans son fonctionnement, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un prêt. Ce tableau l'explique parfaitement. Pensez-y comme une traduction. D'un côté, l'opération financière. On a besoin d'argent, d'une avance de liquidité. La traduction juridique, dans le réméré, c'est la vente. La garantie qu'on donnerait à la banque, c'est ici le transfert de propriété à un investisseur. Les intérêts qu'on paierait sur le prêt, eh bien, ça devient une indemnité d'occupation mensuelle. Et le remboursement final du capital, c'est tout simplement le fait d'exercer son option de rachat. C'est la même logique, mais avec un habillage juridique complètement différent. D'accord, le concept est plus clair maintenant. Mais alors, en pratique, comment ça se passe? Déroulons ensemble le parcours complet, du début à la fin de l'opération. Pour que tout fonctionne, il faut 4 acteurs principaux. D'abord, le vendeur, qu'on appelle aussi le porté, c'est le propriétaire en difficulté. Ensuite, l'investisseur, le porteur, c'est lui qui amène l'argent frais. Entre les deux, on trouve quasi systématiquement un intermédiaire, une société spécialisée qui monte le dossier. Et bien sûr, pour que tout soit légal et officiel, le notaire, qui est absolument indispensable pour authentifier les actes. Le processus se déroule en 4 temps. D'abord, la vente. Le bien est vendu à un prix décoté, entre 50 et 80% de sa valeur, ce qui permet au propriétaire de toucher rapidement de l'argent. Ensuite, la période d'occupation. Le vendeur ne déménage pas, il reste chez lui, mais en payant une sorte de loyer, l'indemnité d'occupation. Pendant ce temps, et c'est la 3e étape, il doit se refaire une santé financière. L'objectif est clair, solder ses dettes, sortir du fichage bancaire. Et si tout va bien, on arrive à la dernière étape, le rachat du bien, au prix qui avait été fixé dès le départ. Ah! Et là, on se pose une question très concrète. Il y a 2 passages chez le notaire, une fois pour vendre, une fois pour acheter. Est-ce que ça veut dire qu'on paye 2 fois les frais de notaire exorbitants? Alors, la réponse est oui et non. Oui, le notaire est bien rémunéré pour 2 actes, mais non, on ne paye pas 2 fois la totalité des frais. Pour le premier acte, la vente, ce sont les frais classiques de 7 à 8%, souvent payés par l'investisseur. Mais la bonne nouvelle, c'est pour le rachat. La loi considère qu'on ne fait qu'exercer une option, pas une nouvelle vente. Du coup, les frais d'enregistrement sont minimes, un simple droit fixe de 125 €. C'est une économie énorme par rapport à une double transaction classique. On arrive maintenant au moment de vérité. À la fin de la période convenue dans le contrat, il n'y a que 2 issues possibles, 2 chemins. Et c'est là que toute l'opération prend son sens, ou tourne au drame. D'un côté, le scénario idéal. Le vendeur a réussi à assainir sa situation financière, il a obtenu un nouveau prêt bancaire et il rachète sa maison. Mission accomplie, le bien est sauvé. De l'autre côté, le scénario catastrophe. Le délai est écoulé et impossible de trouver les fonds pour le rachat. Dans ce cas,
L'option de rachat disparaît et l'investisseur devient le propriétaire définitif et irrévocable du bien. C'est le risque majeur de l'opération. Et là, forcément, on se pose une question angoissante. Ok, si le rachat échoue, est-ce que ça veut dire qu'on perd tout? Tout le capital investi dans la maison pendant des années, tout s'envole? Heureusement, la réponse est non. Pas forcément. Les contrats de réméré modernes et bien faits incluent quasiment toujours une clause de protection essentielle, un mandat de vente. C'est une sorte de filet de sécurité signé dès le début, au cas où les choses tourneraient mal. Voilà comment ça fonctionne. Si le rachat n'a pas lieu, ce mandat s'active. Le bien est mis en vente, mais cette fois-ci au vrai prix du marché. Une fois la vente réalisée, l'investisseur récupère sa mise de départ plus ses frais. Et le point crucial, c'est que tout l'argent qui reste, le solde, est reversé au propriétaire d'origine. Ça empêche une spoliation et ça garantit que le vendeur ne perde pas la totalité de la valeur de son bien. On a bien compris que c'était une solution de dernier recours. Mais à quel prix? Parce que cette bouée de sauvetage a un coût, et il est loin d'être négligeable. Pour bien s'en rendre compte, rien de mieux qu'un cas concret. Prenons l'exemple de Madame Dubois. Sa maison est estimée à 200 000 euros. Elle a un besoin urgent de 80 000 euros pour régler ses créanciers. Elle signe donc une vente à réméré. Elle vend sa maison pour 130 000 euros avec un contrat de 3 ans et un prix de rachat déjà fixé à 150 000 euros. Premier coût bien visible, l'indemnité d'occupation. Disons qu'elle est fixée à 700 euros par mois. Sur 3 ans, soit 36 mois, Madame Dubois aura donc versé un total de 25 200 euros. C'est en quelque sorte l'équivalent des intérêts sur l'argent qu'on lui a avancé. Et le coût principal, il est là. Madame Dubois a vendu à 130 000 euros, mais elle doit racheter à 150 000. Cet écart de 20 000 euros, c'est la marge de l'investisseur et la couverture des frais de l'opération. Si on additionne ces 20 000 euros aux 25 200 euros d'indemnité, on voit que l'opération lui aura coûté, au total, plus de 45 000 euros. C'est considérable. Alors, au final, après ce décryptage, comment est-ce qu'on doit considérer la vente à réméré? Faisons le bilan, avec ses avantages et ses inconvénients. Du côté des avantages, c'est indéniable. C'est un moyen rapide d'obtenir des fonds quand toutes les autres portes sont fermées. Ça stoppe net une procédure de saisie et, point très important, ça permet de continuer à vivre chez soi. Mais en face, les inconvénients sont lourds. Le coût global est extrêmement élevé, le risque de perdre sa maison si on n'arrive pas à racheter est bien réel, et le coût près des 5 ans est implacable. Il n'y a aucune possibilité de prolonger. Au fond, la question reste entière. Est-ce une bouée de sauvetage pour situation désespérée ou un prêt déguisé au coût exorbitant? En réalité, c'est peut-être les deux à la fois. La vente à réméré, c'est un peu comme une histoire qui s'écrit en 2 chapitres. Et le succès de l'opération dépend entièrement de la capacité du vendeur à réussir le second chapitre, celui du rachat.